Et pour notre zoom dominical, partons maintenant dans le Languedoc-Roussillon à la découverte de l'étang de Thau, une vaste lagune connue pour ses parcs à huîtres, mais pas seulement. Toute la vie de ses habitants est liée de près ou de loin à cette étendue d'eau salée de 75 km² reliée à la Méditerranée. David Bordier, Pascal Marcelin et Nathalie Marielle. On appelle ça la guerre des Gaules. Des centaines de pêcheurs face à face entre les quartiers de la Pointe-Courte et de la Plagette. C'est l'un des deux seuls points d'échange entre les eaux de Thau et la Méditerranée. Au mois d'octobre, poussés par le froid, les dorades quittent l'étang pour aller se reproduire en mer. Alors, depuis des siècles, c'est le même folklore. Ouais, tirez pas sur le poisson! Attention! Vous êtes là depuis quand? Expliquez-nous. Moi, je suis là depuis hier soir, j'ai dormi dans la voiture pour pouvoir avoir la place. Fil à linge, fil de pêche, mieux vaut savoir où poser sa ligne. Ici, c'est des fous. Ce sont des fous. Et Moi, on me dit ici, que je pêche avec ici tout le monde s'énerve, tout le monde se bagarre. Et c'est la folie. On est tous excités comme des puces. Vous êtes un peu emmêlé là quand même, non? C'est plus qu'un mêlé, ça, monsieur. C'est plus qu'un nœud. Ah, mais donne-moi le poisson et coupe-moi le fil. Il y a des petits soucis de nœud, mais à part ça, on se régale. La pêche à la dorade a ses autres personnages, comme le vendeur de plomb. Hey, c'est grâce à ça que vous pêchez les belles dorades là. On est la famille la plus vieille de Sète. On est ici à Sète depuis Colbert. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les tontos? Ah, pour nous c'est une richesse. C'est une richesse, c'est une mine d'or. Les touristes aussi sont plongés dans l'ambiance. Regarde, deux dorades là. Ouais, elles ont peu de chance là, les dorades, vu le nombre de filles qui pêchent, qui sont dans l'eau là, les pauvres. Vue du ciel, un autre spectacle. Depuis l'époque romaine, une bande de sable, le Lido, sépare la lagune de Thau de la Méditerranée. C'est le plus grand plan d'eau du Languedoc-Roussillon, 7500 hectares. Du côté de Balaruc, ces fonds atteignent 28 mètres de profondeur. Sorte de mer intérieure, l'eau de Thau est salée. On y cultive des moules, des huîtres. Il y a beaucoup d'ostréiculteurs qui plongent. On n'est pas beaucoup, on est une minorité, hein. On doit être une quinzaine ou une vingtaine sur 580 ostréiculteurs ou conchyliculteurs. Bon, l'avantage de plonger, c'est qu'on voit un petit peu les fonds, le mouvement des fonds. On le disait. Jean-Christophe Cabrol est installé à Bouzigues. La culture des huîtres dans le bassin de Thau est née ici, après la Seconde Guerre mondiale. Cette lumière-là, qui est omniprésente, elle pénètre bien. Ah oui, elle pénètre, hein, et c'est un flash dans l'eau, quoi. C'est vraiment, ça peut même créer un feu d'artifice presque des fois. Vous avez des couleurs, suivant le soleil, suivant s'il est au zénith, s'il est à droite, s'il est à gauche, ça crée vraiment des lumières, des couleurs magnifiques. Les fonds de la lagune sont très riches. Les coquillages aiment ce milieu naturel. Les spirographes, sortes d'anémones de mer, ont colonisé les cordes à huîtres. Je ramasse les coquilles, tous les huîtres qui sont tombées, les moules qui sont vivantes. Hein. Je ramasse pas ni les oursins, ni les escargots, normalement, ni les palourdes. Je ramasse mon coquillage qui est tombé, je nettoie le fond de ma table. L'huître était déjà très convoitée à l'époque romaine. Pour le comprendre, rendez-vous à Metz, où des archéologues font d'étonnantes découvertes. C'est les huîtres plates à l'époque. On peut penser qu'elles ont quel âge? Ah bah elles ont l'âge des vestiges dans lesquels elles sont découvertes. Donc ça fait 2000 ans. On mange des moules plutôt, on va dire, au 1er siècle avant Jésus-Christ. On mange des huîtres, beaucoup d'huîtres au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais on n'a pas de preuves d'élevage des huîtres. Et on se pose la question, est-ce que les huîtres étaient élevées ou est-ce qu'on récoltait des huîtres sauvages? Des huîtres, mais pas seulement.
Les Romains exploitent des vignes et produisent du vin, exporté dans tout l'Empire à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Là-bas, vous avez les restes d'une de ces jarres qu'on appelle les doliums, qui sont des jarres de près de 2 mètres de haut. Et dans ces jarres gigantesques, on avait plus de 1000 litres, on faisait vinifier le jus de raisin. La culture de la vigne reste ancrée autour du bassin. Certaines parcelles sont toutes proches de l'eau. Cette masse d'eau amène de la douceur en hiver et de la fraîcheur en été. On est sur l'élégance, sur la fraîcheur, on a des vins qui sont plus fleuris. Un peu de salinité peut-être, puisque les embruns marins peuvent déposer un peu de sel, et vous savez que le sel c'est un exhausteur de goût. Le plus beau pays du monde c'est les terrasses du Larzac, c'est quand je vois le Pic Body là. Et quand il fait beau, on le voit le Pic Body là. Ah oui. Le mieux, c'est de faire une rondelle Soudé. en inox et tu soudes. Eux sont au milieu des vignes, mais restaurent des bateaux. Comme cette catalane, construite pour la pêche à la voile, la dernière en activité jusqu'en 1985. Il va falloir 3 ans pour redonner vie à la Jeanne-Élisabeth. À la retraite, il m'a été donné de restaurer. Dans ce métier, la restauration, c'est ce qu'il y a de plus beau. Pourquoi? Parce que pratiquement, on fait revivre quelque chose qui voulait être détruit, à être anéanti, à mourir. Retour à la Pointe Courte, à Sète. Nous sommes à bord de la Françoise, une Marseillaise construite en 1957. Pourquoi il est amovible? Ça sert à quoi? Ça sert à passer sous les ponts, parce que Sète, il y a énormément de ponts. Et chaque fois qu'on veut se déplacer de la mer à l'étang, on est obligé d'abaisser le mât. Les membres des gréements languedociens mettent le cap au large du bassin de Thau. Tu abats, Daniel. Abats, il y a des cailloux là. Ah bah, va à la farge. Daniel, mécanicien dans l'aéronautique, est un amoureux des bateaux en bois. Ça reste une matière vivante. Et c'est aussi ce qui nous plaît dans la voile latine, même si ce ne sont pas des voiliers de compétition. En les faisant revivre, je pense qu'il y a encore cette notion et de devoir et de respect. Quand on a une belle journée comme ça, avec un petit peu de vent, des amis, des mâts qui chantent, et voilà. C'était un tout petit voilier. Comme Georges Brassens, l'enfant de Sète, qui naviguait avec ses copains sur l'étang de Thau, à bord de son petit bateau de pêche. De pêche, dans un petit port entre 2 roseaux, on l'avait mis à la main. Et vous les avez aperçus dans ce reportage, les ostréiculteurs de l'étang de Thau occupent une place très importante. Ils représentent 10% de la production nationale d'huîtres. Voici le portrait d'une des rares femmes à exercer ce métier, son savoir-faire. Elle l'a hérité de son père et de son grand-père. Reportage David Bordier et Pascal Marcelin. À l'approche de l'hiver, le soleil est encore bas. Il est un peu plus de 9 heures. Annie connaît bien cette lumière, mélange de lever et de coucher de soleil. Toute petite déjà, elle venait au mas aider ses parents. On débarque de gros paniers remplis du précieux coquillage. Élevées pendant 18 mois, les huîtres sont enfin arrivées à maturité. Elles sont belles, Annie, là? Oui, vous voyez la couleur? Vous voyez qu'elles sont pleines de boue. Tout ce qui se trouve dans la lagune va se poser, ce qui fait qu'elle va se recouvrir d'algues, de toutes algues, des algues spongieuses, des algues marron. Et là, elles vont passer à la machine. Il faut d'abord les laver avant de les séparer. Pour travailler, c'est bien mieux d'avoir une huître qui est propre. Et pour la vente, elle est déjà quand même passée une première fois dans de l'eau, sous pression, de l'eau de l'étang, jamais d'eau douce. Plusieurs tonnes d'huîtres vont passer sur cette table à l'occasion des fêtes. Noël et le 1er de l'an représentent 40% du chiffre d'affaires de cette ferme ostréicole. Parce qu'il y a des huîtres qui se fixent sur les huîtres mères, on est obligé de les défaire. Alors le but, c'est de ne pas les abîmer. On les frotte et on les met en poche. La maman d'Annie, 80 ans, vient régulièrement donner un coup de main à sa fille. Vous faites ça depuis combien de temps? 60 ans. Je ne devrais pas être là, normalement. J'aurais dû être à ma maison, mais ça m'empêche de languir. Et c'est bien de travailler avec sa fille? Ah oui, elle a bon caractère. Et comment est-ce qu'elle a appris? En venant ici, elle est tellement venue jeune qu'elle n'a pas eu
besoin de passer des examens, aller à l'école maritime. Il est l'heure de repartir sur l'eau, chercher d'autres huîtres et retrouver l'étang de Thau, la seconde maison d'Annie. Quand on navigue sur ce plan d'eau, il peut être très violent. Thau, ça vient de taurus, taureau, donc il peut être furieux. Alors l'huître que nous élevons n'est pas l'huître naturelle d'ici, mais elle s'est adaptée partout en Europe. Que l'on mange de la marraine au lairon ou de la bousigue, on mange tous de l'huître originaire du Japon. Et c'est comme le vin, c'est un terroir. Du moment qu'elle va être élevée dans notre lagune, elle va prendre la spécificité de notre lagune. Et si elle est élevée ailleurs, elle va prendre des parfums et des saveurs particulières. Annie Castaldo va transmettre son entreprise à ses 2 salariés, Camis et Claude, le plus ancien. Ils travaillent ici depuis 23 ans. On travaille en famille. C'est la famille, c'est bien. Non, c'est tranquille. C'est pas trop dur. Pour moi, c'est pas trop dur. Et travailler avec une femme, justement, ça Non, au contraire. Pourquoi au contraire? Parce qu'elle donne des idées. Les femmes, ça donne des idées, les hommes, ça donne des idées. Et moi, je dis c'est bien. Moi, j'ai 55 ans, on est fatigué, donc on a envie de passer et de bien passer, parce que ça a nourri des familles, ça a nourri mes grands-parents, mes parents, nous, et ça va encore nourrir 2 autres familles. Donc voilà, c'est quand vous êtes arrivé à faire ça dans une vie... Sur les bords de l'étang de Thau, l'histoire des Castaldo. Alors là, il y a mon grand-père, ma mère et mon père. Pêcheur et ostréiculteur d'origine italienne, va malgré tout continuer à s'écrire. Non, on n'a pas de regrets. Moi, je n'ai pas de regrets parce que c'est les jeunes qui reprennent. Ça me plaît beaucoup. C'est comme si c'était nous, quoi. C'est pareil. Et l'étang de Thau héberge aussi un autre poisson étranger rare, un poisson venu d'un autre temps. Les plongeurs savent très bien où ils ont une chance d'apercevoir les hippocampes. Thau accueille une espèce spécifique. En nombre, c'est même la 2e population d'hippocampes en France, après le bassin d'Arcachon. Sébastien Renouille, David Bordier et Pascal Marcelin. Ils se cachent au milieu des herbiers, se confondent avec les fonds marins. Il faut un peu plus d'1 heure pour rejoindre la zone d'exploration, une quinzaine de kilomètres au départ de Marseille en plage. À bord du bateau, des scientifiques, mais aussi des plongeurs bénévoles. L'hippocampe, sa réaction quand on l'approche, c'est de ne pas bouger, ou très lentement, et en général, il tourne le dos, il se met dans une position où on le détecte très mal. La difficulté pour les plongeurs, c'est qu'il faut arriver à détecter un animal qui essaye de ressembler à toute autre chose que ce qu'il est réellement. On a, on va dire, autour d'une chance sur 2 ou sur 3 d'en voir dans une plongée. Nous y sommes. Caroline participe souvent à ce programme de recensement des hippocampes. On voit qu'il est vrai, qu'il existe vraiment, et puis c'est assez sympa à voir. C'est un poisson intéressant, en plus il est assez calme et c'est apaisant d'être sous l'eau avec un hippocampe. Ouais, on fait comme ça. Pour Florentine, c'est une première. Elle est chercheure à la station biologique de Sète. J'ai hâte de découvrir, j'ai pas mal d'échantillons de cette zone, mais je n'ai jamais plongé ici, j'en ai jamais vu ici. Devant notre caméra, l'équipe part vers l'inconnu, une nouvelle chasse au trésor. Une sèche semble nous guider. Des spirographes. Et puis des syngnates, sortes de petits serpents inoffensifs. Ils font partie de la famille des hippocampes. Nous scrutons les fonds, puis soudain, à seulement quelques mètres de profondeur, le premier hippocampe. Le cheval de mer s'accommode très bien des plongeurs. Il parade devant l'objectif. J'ai mis ma main, et puis avec la queue, l'hippocampe il s'entoure. Et en fait, il s'est entouré autour de mon doigt.
On s'est promenés tous les deux. Au bout d'un moment, il m'a lâché, il est reparti vers la coque. Pour les chercheurs, le bassin de Thau posséderait sa propre espèce d'hippocampe. En Europe, pour le moment, il y a 2 espèces. Il y a l'hippocampe à museau long, ou moucheté, et l'hippocampe à museau court, qu'on trouve du nord du Pays-Bas jusqu'à la mer Noire, le long des côtes atlantiques et méditerranéennes. Et génétiquement, à l'étang de Thau, ils sont très très différents entre les hippocampes de l'étang de Thau et les hippocampes côté mer. Il est devenu un atout pour la biodiversité de cette lagune. Cet animal extraordinaire qui est le patrimoine commun de la région, il faut le préserver, il faut en même temps préserver l'environnement lagunaire dans son ensemble. Autrefois porte-bonheur, l'hippocampe est aujourd'hui un ambassadeur de la qualité des eaux du bassin de Thau. Voilà, c'est la fin de ce journal et je vous retrouve tout de suite pour votre magazine Grand Reportage.